Cette causerie fait partie d'un triptyque dont le premier panneau dressera les grandes lignes de mon enfance et de mon adolescence sous le titre Insouciance et tourment. Le panneau central que j'exposerai aujourd'hui portera sur mes années de formation en tant qu'historien entre 1975 et 1987. Et enfin, dans le dernier panneau, il sera question de mon engagement en tant qu'enseignant et en tant que militant sur le plan syndical et politique. Il est évident que le premier panneau ne sera diffusé que à un nombre limité d'amis, quelques membres de ma famille, parce que je ne vois pas du tout en quoi ça pourra intéresser le grand public. La troisième partie, je crois, pourra intéresser plus de monde, dans la mesure où je vais parler, j'allais utiliser une expression un petit peu pompeuse, mais des splendeurs et des misères du métier d'enseignant, et puis alors de ce que c'est que de l'engagement d'un militant à un niveau très modeste qui essaye de participer à la transformation de la société. Le cœur donc de ce triptyque, comme je le disais il y a quelques minutes, portera sur mes années de formation. Alors, s'agit-il d'un exercice narcissique? À mes yeux, en tout cas, pas du tout. Je voudrais essentiellement laisser un témoignage pour les plus jeunes générations sur la manière dont les historiens étaient formés en Belgique il y a une quarantaine d'années. Je ne suis pas encore à l'âge d'écrire mes mémoires. Il s'agit donc un petit peu de ce genre nouveau qui a été initié au siècle passé et que l'on appelle l'égo-histoire. Je vous ai défini donc les limites chronologiques de cette causerie et également mon objectif qui est essentiellement un objectif de transmission de l'organisation intellectuelle des études telles qu'on les concevait donc au siècle passé. Ce n'est pas si loin, mais on a souvent l'impression, je dis bien qu'il ne s'agit que d'une impression, que le temps s'accélère. Et ce qui est sûr, c'est que l'époque actuelle ne renvoie plus à un certain nombre de normes, de valeurs qui avaient cours donc au siècle passé. Ma formation a eu lieu à deux endroits. À Bruxelles, tout d'abord, en Belgique, à Paris, en France, ensuite. En ce qui concerne la Belgique, mes études se sont déroulées entre 1975 et 1981 à l'Université libre de Bruxelles. Cette université a une spécificité. Quelle est cette spécificité? C'est que cette université était fondée en 1834 par Theodor Verhagen et Auguste Baron, et que cette université avait pour objectif de prodiguer un enseignement libre qui ne soit pas sous la coupe de l'Église puissante en Belgique à ce moment-là. Je parle de l'Église catholique, bien entendu. Cette université a été fondée et soutenue, subsidiée par des loges maçonniques. L'esprit maçonnique, qui se caractérise entre autres par la défense du libre examen, a toujours eu une importance très importante
à l'Université libre de Bruxelles. Pour tout vous dire, mes professeurs qui enseignaient le Moyen-Âge ou l'histoire des temps modernes étaient tous des francs-maçons. Et ceci n'est pas anodin, parce que ça se sentait vraiment à travers leur enseignement. Ceci dit, les autres professeurs des autres sous-sections, à savoir l'Antiquité et l'époque contemporaine, étaient des adeptes du libre examen, et en histoire cela a beaucoup d'importance puisqu'il faut retourner aux sources, les analyser méthodiquement avec l'esprit critique pour essayer d'en dégager quelque chose. La notion de libre examen remonte au XVIe siècle et ce sont les réformateurs qui en sont les initiateurs. L'article 1 des statuts d'université renvoie d'ailleurs explicitement à cette notion de libre examen qui réfute toute forme d'argument d'autorité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comment les études étaient organisées à l'Université de Bruxelles? Il y a tout d'abord des caractéristiques communes à l'ensemble des universités belges, puisque l'organisation des études est prévue par des lois. Mais il y a un certain nombre d'originalités dans chaque université qui ont une certaine latitude dans le choix des intitulés, même si certaines grandes orientations sont fixées, comme je le disais, par le législateur, puisque les universités donnent lieu à des diplômes qui sont homologués et qui permettent donc d'exercer un certain nombre de professions reconnues par la loi, et en particulier, dans le cas de l'histoire, la profession d'enseignant, de professeur d'histoire, mais aussi la profession d'archiviste ou d'autres professions comme celle de bibliothécaire. Quelques éléments d'historiographie sur donc l'histoire de l'histoire. En Belgique, on peut dire que l'histoire scientifique débute véritablement dans le dernier tiers du XIXe siècle. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette histoire scientifique? C'est qu'il s'agit de travailler sur des sources, ce qui suppose la connaissance de langues anciennes. Cela suppose également un travail critique très minutieux. Cela suppose également le travail d'équipe. À l'époque, c'est l'Allemagne qui domine véritablement l'historiographie. Ceci remonte au XVIe siècle, lorsque déjà des premières chaires d'histoire vont être créées, même si elles sont couplées à la théologie ou au droit. L'enseignement d'histoire est effectivement prodigué dans les universités allemandes dès cette époque-là, et cet enseignement se développe au XVIIe, au XVIIIe siècle, et alors au XIXe siècle, il connaît donc son apogée. Et c'est ainsi que les historiens français, les historiens belges se rendent en Allemagne, à l'époque que j'ai mentionnée, donc dans le dernier tiers du XIXe siècle, pour se former. Il existait bien une école d'érudition, mais qui avait un caractère professionnalisant en France, qui était l'école des Chartes, qui avait été créée au début des années 1820, à l'époque de la Restauration. Elle formait
elle forme toujours, cette école, des archivistes paléographes qui travaillent et dirigent des dépôts d'archives en France et travaillent également dans des bibliothèques. Ils ont une formation donc très poussée et ils sont formés à travailler, entre autres choses, sur des documents d'époque, en particulier pour le Moyen-Âge, et apprennent un certain nombre de disciplines comme la paléographie, la diplomatique, mais aujourd'hui, évidemment, ces disciplines sont enseignées à côté de branches qui nécessitent, comment dirais-je, qui sont liées au progrès de l'informatique, parce que l'on ne classe plus, bien entendu, comme jadis. Donc il y a des disciplines très neuves qui sont enseignées à l'école des Chartes. C'est à la fin du Second Empire que Victor Duruy décide de créer l'école pratique des hautes études, qui a son siège à la Sorbonne, où, pour la première fois en France, des séminaires vont être créés qui, à côté des cours magistraux qui étaient prodigués à la Sorbonne et dans les universités françaises, va faire découvrir aux étudiants français des méthodes scientifiques. Et l'histoire va se détacher progressivement de ce genre littéraire qui avait été pratiqué pendant de nombreux siècles. En Belgique, des personnages comme Léon van der Kindere vont aller se former en Allemagne, lui-même va faire des petits. À l'université de Liège, Godefroy Kurt va avoir un rôle similaire. Son élève Henri Pirenne va étudier également en Allemagne et va écrire sa fameuse histoire de Belgique en 7 volumes, en tenant compte donc sur base de cette méthode d'érudition allemande. Mais Pirenne est bien plus que cela, bien entendu, comme Kurt d'ailleurs. Ce ne sont pas seulement des érudits, ce sont des historiens au sens plein du terme, et Henri Pirenne reste une référence dans l'historiographie mondiale du premier tiers du XXe siècle chez les médiévistes. Jusqu'à la fin des années 20, 1920 en Belgique, lorsque l'on faisait des études d'histoire, ou d'autres disciplines d'ailleurs, on était docteur. Si l'on voulait faire l'équivalent de ce que l'on appelle maintenant une thèse de doctorat, on présentait donc devant un jury un travail conséquent qui vous permettait d'avoir un autre titre qui était celui de docteur spécial en histoire. À partir de la fin des années 20, modification dans l'attribution et la dénomination des diplômes, on n'est plus docteur en sortant de ses études, on devient licencié. Je ne parle pas des juristes ou des médecins qui vont rester très longtemps docteurs. Les juristes jusqu'à la fin des années 1960 et les médecins jusqu'au début du XXe siècle, puisque maintenant on n'est plus docteur en médecine que si l'on défend une thèse, une grosse thèse qui vous permet d'ailleurs d'enseigner à l'université. Maintenant on a le titre de médecin, comme il y a le titre d'ingénieur ou de pharmacien, mais on n'a pas le titre de licencié ou de titulaire d'une maîtrise. Et justement, je vous parle de la maîtrise. C'est seulement donc au début du XXIe siècle que dans le cadre de l'harmonisation des titres au sein de l'Union européenne, les études qui jadis se faisaient en 4 ans et donnaient lieu donc au titre de licencié,
maintenant se font en 5 ans et donnent lieu à un nouveau titre qui est celui de master. Donc on est titulaire d'un master, c'est-à-dire on est maître, autrement dit. Vieux titre médiéval d'ailleurs. Voilà. Il y a eu aussi une différence au niveau de la dénomination, c'est-à-dire que jusqu'à la fin des années 60, et vous voyez que mai 68 est passé par là, on était licencié en philosophie et lettres, entre parenthèses groupe histoire. Par la suite, on va devenir licencié en histoire tout court, on ne sera plus licencié en philosophie et lettres, et aujourd'hui, on est titulaire d'un master en histoire. Voilà, quelques considérations techniques qui n'ont peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais qui peuvent peut-être éclairer les choses dans leur histoire. Alors, ces études, au moment où je les ai entamées, en 1975, ces études d'histoire, comprenaient 2 cycles. Un premier cycle que l'on appelait les candidatures, en 2 ans, puis un deuxième cycle en 2 ans que l'on appelait la licence. Donc, ça ne correspond pas au système français qui a été adopté après mai 68, où là, on a utilisé le terme pour les 2 premières années de DUG, diplôme d'études universitaires générales, 1 année pour la licence et 1 année pour la maîtrise. Donc, les titres ont changé à ce moment-là. Quels étaient les cours qui étaient donnés à l'université de Bruxelles quand j'y étais? En candidature, donc dans les 2 premières années, il y avait des cours généraux de sciences humaines, psychologie, géographie, sociologie, économie par exemple. Il y avait bien entendu des cours d'histoire générale sur les différentes périodes de l'histoire, mais entendons-nous bien, il s'agissait de l'histoire européenne, si l'on voulait faire des études relatives à l'Orient ou à l'Antiquité proche-orientale, on devait s'orienter vers d'autres filières à ce moment-là. Donc, il y avait des cours d'histoire générale, il y avait beaucoup de cours de langue. Des cours de langue moderne, parce qu'il faut pouvoir lire des articles scientifiques, et l'allemand était la langue qui était mise en exergue. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, la plus grande partie de la Belgique faisait partie de l'Empire germanique. C'est seulement le comté de Flandre qui faisait partie, paradoxalement, si je puis dire, du royaume de France. Donc il y a la nécessité de bien connaître cette langue. Donc les cours d'allemand étaient obligatoires pendant 2 ans. À côté de ça, il y avait des cours d'italien, d'espagnol, de néerlandais, d'anglais bien entendu. L'anglais aujourd'hui est devenu évidemment une langue tout à fait essentielle lorsque l'on fait des études de sciences humaines et donc plus particulièrement en histoire. Il y avait les langues anciennes, bien sûr. Quand je dis les langues anciennes, je ne parle pas seulement du grec et du latin pour ceux qui se spécialisaient dans l'Antiquité, mais le latin est obligatoire pour tous les étudiants, y compris ceux qui se destinaient plus tard à faire de l'histoire contemporaine, donc au niveau de la licence pour la 3e et la 4e année. Toujours avec ce souci que l'historien doit être capable de retourner aux sources. Donc cette idée qui remonte à la réforme allemande donc, du XVIe siècle. Les sources au XVIe siècle, il s'agit bien entendu de la Bible, hein, qui elle seule fait autorité par rapport à ce qui faisait autorité précédemment, c'est-à-dire le pape, la hiérarchie des évêques, des théologiens qui avaient autant de place dans la compréhension et l'interprétation des Écritures. Le plus important, c'est que dès la première année, à l'université, nous avions des cours de recherche. Et ça, c'est quand même une spécificité à remarquer, c'est qu'on travaillait sur les sources dès la première année. Je vous ai dit, il y avait un tronc commun pendant 2 ans.
pour tous les étudiants, quelle que soit d'ailleurs leur orientation future. Donc, au cours de Moyen-Âge, il est évident qu'on travaillait sur des sources latines. C'est seulement, par contre, au niveau de la licence qu'il y avait, outre les cours, un certain nombre de cours à option, des cours de spécialité, histoire des institutions, questions d'histoire économique et sociale, des cours d'histoire intellectuelle également. C'est seulement au niveau de la licence qu'il y avait des cours de paléographie, des cours de diplomatique pour ceux qui voulaient s'orienter vers pour ceux qui faisaient du Moyen-Âge. Pour les autres périodes, il y avait des cours spécifiques aussi, comme démographie historique, pour ceux qui étaient en temps moderne, statistiques historiques, des cours sur l'analyse des médias, pour ceux qui étaient en époque contemporaine, pour ceux qui étaient en Antiquité, ils avaient bien sûr des cours d'épigraphie grecque et latine, des cours également de papyrologie, entre autres choses, bien sûr. Mais le principal, quand on était en licence, donc en 3e et en 4e année, c'était les séminaires. Séminaire doit être entendu dans le sens de lieu où l'on sème étymologiquement. C'est-à-dire que sous l'autorité d'un professeur chevronné, qui était en même temps le directeur de la sous-section du département d'histoire, on apprenait à travailler directement sur les sources, à les critiquer, à les interpréter. Ce système, je vous l'ai dit, commençait dès la première année à l'université, mais évidemment, on était plus aguerri en 3e année, et là on faisait de la recherche beaucoup plus approfondie, cela va de soi. On n'était plus tout à fait des débutants, donc, à cet âge-là, à ce moment-là. Les directeurs de séminaires, ce sont des gens qui m'ont beaucoup marqué. Pour le Moyen-Âge, il y avait Georges d'Espy, qui était un excellent pédagogue. Pour l'époque moderne, il y avait Maurice Arnoult, dont je vais certainement reparler, qui était médiéviste de formation, mais qui était un grand érudit, un grand savant. Et il y avait enfin, pour l'époque contemporaine, un personnage qui s'est imposé dans l'historiographie belge, qui était Jean Stengers, lui aussi médiéviste de formation, parce que tous les historiens, à part les professeurs qui travaillaient sur l'Antiquité, avaient eu un même maître qui était Paul Bonenfant, un médiéviste justement, qui avait formé des historiens qui, pour des raisons liées à la conjoncture et au manque de place également, enseignaient donc dans des périodes différentes. Alors, un petit mot peut-être sur Maurice Arnoult, que j'ai très bien connu. Il a été et reste mon maître, bien qu'il soit décédé, bien entendu, maintenant depuis longtemps, parce que quand je l'ai eu comme professeur, il avait déjà plus de 60 ans, ce qui me paraissait très vieux à l'époque, alors que j'en suis très proche, puisque j'aurai 60 ans cette année-ci, mais à l'époque, ça nous paraissait un vénérable savant, mais quelqu'un, qui était âgé, à nos yeux en tout cas. C'était le professeur un des professeurs les plus âgés certainement que nous avions. Alors c'était un érudit extraordinaire, qui nous apprenait vraiment à fouiller, à rechercher l'information, et alors qui sur le plan humain était extraordinaire, un homme d'une très très grande bonté. Il y avait aussi un autre professeur qui n'était pas titulaire d'un séminaire et qui enseignait d'ailleurs aussi parallèlement à l'université de Mons, qui était Roland Cray, qui fut pratiquement mon maître comme Maurice Arnoult. C'est un helléniste qui s'était réorienté vers l'étude de l'humanisme, donc il était spécialiste d'Erasme, il était spécialiste aussi de Campanella, qu'il a publié, dont il a donné une édition renouvelée de la Cité du Soleil. Et là, c'était aussi quelqu'un de tout à fait, un très grand humaniste, vraiment, il savait beaucoup de choses. Il avait, pendant 5 ans, été fait prisonnier en Allemagne,
dans un Stalag, et il enseignait d'ailleurs l'allemand lui-même. Donc il fut aussi mon professeur d'allemand, mais sa spécialité c'était surtout donc l'histoire des religions au XVIe siècle, l'histoire du catholicisme, l'histoire du protestantisme. Maintenant, dès la première année de licence, donc je venais juste d'avoir 20 ans, il fallait choisir son sujet de mémoire de fin d'études, puisque le mémoire se faisait en 2 ans. J'avais été trouver Maurice Arnoult en lui disant que je souhaitais étudier l'évolution d'un thème ou d'un concept dans l'historiographie. Il se fait qu'il était très heureux que je choisisse un sujet comme celui-là, puisque lui-même avait écrit un ouvrage en 1947 qui s'intitulait « Historiographie de la Belgique des origines à nos jours ». Il était spécialisé dans cette discipline et aussi dans l'histoire de la philosophie. L'histoire, c'est un cours qu'il donnait en 2e année de candidature. Il m'a proposé un sujet qui m'a passionné véritablement. Il s'agissait de rechercher les origines de la notion de Moyen-Âge. Ce qui m'a mis en contact avec les humanistes italiens, surtout allemands, anglais, français plus tard. Et j'ai donc travaillé essentiellement sur la période qui va du XIVe au XVIe siècle. Mais j'ai continué mes recherches, ce qui fait que j'ai travaillé aussi sur le XVIIIe et le XIXe siècle. Et l'histoire de la médiévistique, c'est-à-dire de cette discipline qui s'intéresse au Moyen-Âge, m'a toujours passionné, alors que moi-même j'étais moderniste. Donc je travaillais dans un séminaire portant sur des sujets de recherche allant du XVIe au XVIIIe siècle. Maurice Arnoult, en première année de licence, avait choisi comme sujet de séminaire, il était franc-maçon, de travailler sur les registres, sur les documents que l'on possédait d'une loge montoise, la première en Belgique, je me demande même si ce n'est pas la première du continent, fondée en 1721, qui s'appelait plutôt, mais cette loge existe toujours, à Mons, la Parfaite Union. En 2e année de licence, nous avons travaillé avec lui sur des inventaires après décès du XVIIe et du XVIIIe siècle, dans lesquels il s'agissait d'identifier le mobilier laissé par des pauvres gens au XVIIIe siècle, donc, témoignage très rare, mais notre maître excellait évidemment pour trouver ces documents. Et donc, au séminaire, on travaillait, on devait faire de la paléographie, évidemment, parce que les notaires n'avaient pas toujours une écriture facile à lire, et puis ils utilisaient des termes qui étaient spécifiques à une région donnée et à une époque donnée. Donc on travaillait beaucoup dans les dictionnaires pour identifier ces meubles et ces ustensiles. C'était un travail véritablement passionnant là aussi. Mais déjà, en première et en 2e candidature, donc dans les 2 premières années, nous avions eu la chance d'avoir Maurice Arnoult dans un séminaire sur le Moyen-Âge où il était question de travailler sur les textes en latin relatifs aux origines de l'abbaye d'Aulne, donc en Hainaut. Mais les travaux que nous devions faire dans les autres sections, que ce soit le Moyen-Âge ou l'époque contemporaine, vraiment m'enchantaient, puisque depuis mes 5 ans, j'avais la vocation de faire des études d'histoire, donc depuis tout petit, depuis ma petite enfance. Et je me souviens qu'en première candidature, donc en première année,
Georges Despy nous avait fait travailler sur des textes relatifs à l'histoire, l'origine l'origine de la ville de Bruxelles. Donc la question était de savoir est-ce qu'elle remonte à la fin du Xe siècle ou plus tard. Il fallait trouver les textes évidemment. En Moyen-Âge, nous avions travaillé, je vous l'ai dit, avec Maurice Arnould sur les origines d'Abbaye d'Aulne. En temps moderne, là, j'essaie de me souvenir ce sur quoi nous avions travaillé. On travaillait, sauf erreur de ma part, sur la démographie historique, avec Hervé Asquin, mais aussi sur le commerce à Bruxelles au XVIIIe siècle, avec Philippe Moureau. Et en époque contemporaine, avec Jean Stengers, nous faisions des recherches dans la presse du XIXe siècle quant à la présence de la notion de providence à l'occasion du décès du prince Baudouin, le fils de Léopold II, décédé à 10 ans, donc en 1869. En deuxième année, avec John Bartier et son assistant à l'époque, José Gotovitch, nous avions travaillé sur les conseillers provinciaux dans le Hainaut. Il s'agissait d'établir des fiches signalétiques et biographiques. Donc. Voilà donc pour mes études à l'Université de Bruxelles. Maintenant, lorsque j'ai terminé mes études, après mes candidatures, après ma licence, il y a une année qui a été consacrée à préparer l'agrégation, qui m'a permis d'exercer le métier qui est le mien aujourd'hui, c'est-à-dire de professeur dans l'enseignement supérieur depuis près de 20 ans, mais auparavant j'ai été professeur dans l'enseignement secondaire. Et à l'époque, lorsque l'on préparait l'agrégation, il n'y avait pratiquement pas de cours de didactique. Et donc, nous étions très mal préparés à enseigner devant des jeunes élèves. Maintenant, les choses ont heureusement changé. Nous avions quelques heures de stage dans les lycées, dans les athénées. Heureusement, maintenant, on a, je crois, triplé le nombre d'heures de stage dans l'enseignement secondaire et l'on a des cours vraiment beaucoup plus nombreux et plus divers aussi consacrés à la pédagogie, à la psychologie et à la didactique spéciale pour l'histoire. Donc, heureusement, les choses ont changé. Le monde a changé aussi et on ne peut pas imaginer que des professeurs ne soient pas bien armés, et il n'y a aucune référence chez moi à aucun aspect militaire, bien entendu, je suis quelqu'un de très pacifique, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir assumer et pouvoir gérer une classe de manière efficace, de telle manière que les résultats soient patents en fin d'année scolaire. Ensuite, j'ai postulé pour avoir un poste au Fonds national belge de la recherche scientifique. J'ai eu la chance de l'obtenir à la suite d'un concours et je me suis lancé donc dans des recherches doctorales sur la théorie de l'histoire au XVIIe siècle en Europe. À cette époque-là, le XVIe siècle dans le domaine de l'historiographie était assez bien connu, tout ce qui concerne l'historiographie de l'humanisme, de la Renaissance, le XVIIIe siècle aussi, parce que c'est l'époque des Lumières, mais le XVIIe siècle était une période peu connue. En tout cas, le XVIe siècle avait été bien travaillé déjà par des savants italiens et allemands. Moi, mon champ d'investigation était très large, puisqu'il n'était pas limité sur le plan géographique. Je travaillais aussi bien sur des théoriciens français, anglais, allemands, hollandais, italiens, espagnols, suédois, et même polonais. Alors, vous allez me dire, il y a le problème des langues, mais il faut savoir que ces traités étaient écrits dans la langue vernaculaire dans les pays latins, donc en France, Italie et Espagne, tandis que dans les pays de l'Europe septentrionale,
Angleterre, Suède, Pays-Bas et Allemagne, voire Pologne, ces traités étaient écrits en latin, qui était encore, à cette époque-là, la langue des savants. Elle le restera d'ailleurs jusqu'au XVIIIe siècle. Vous savez que certainement, c'est dans la première moitié du XVIIe siècle que Descartes publie en latin et en français, mais Newton publie toujours en latin, et donc le XVIIe siècle marque un tournant, je dirais, pour l'utilisation de plus en plus fréquente des langues vernaculaires. Mais vous savez, le latin a été utilisé pour la défense des thèses jusqu'à la fin du XIXe siècle. Jaurès, par exemple, a dû présenter encore sa thèse en latin, sa thèse de philosophie. Marx, bien sûr, l'a présentée en latin aussi. Voilà. Donc, je devais travailler sur des textes dans des langues diverses, et ce sur quoi je travaillais essentiellement, c'était donc plus précisément sur le concept d'histoire dans les traités théoriques, ce qu'à l'époque on appelle des artes historicae, donc des arts historiques, comme on peut parler d'art poétique. Donc mes recherches étaient à cheval à la fois sur l'histoire, la théorie littéraire et l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie. Parallèlement, j'ai travaillé aussi, c'était mon hobby, parce que vous savez, une thèse, ça peut être assez étouffant, sur l'histoire de la psychanalyse. Il faut savoir que l'histoire de la psychanalyse est liée au fait que pendant toute cette formation universitaire, je menais moi-même une psychanalyse qui m'a, sur le plan intellectuel, ouvert des horizons. Bien entendu, je n'ai plus considéré le réel de la même manière. J'ai dû chausser une paire de lunettes différentes pour comprendre les motivations des individus, les motivations au sein de la société. Et dès la présentation de mon travail, de mon mémoire de licence, en 1980, j'ai donc fait un travail à la fois d'érudition et de philologie, puisqu'il fallait essayer de trouver les occurrences en latin, en italien, en anglais, en espagnol comment dirais-je, du signifiant qui renvoie à la notion d'époque intermédiaire. Et au niveau de l'interprétation, là, la psychanalyse m'a aidé parce que le dernier chapitre de mon mémoire était en fait une interprétation psychanalytique de l'origine de la notion de Moyen-Âge. Alors, lorsque j'ai commencé à publier des articles scientifiques, je sais que un premier article a été publié en 1980, donc sur la notion de Moyen-Âge au XVIIIe siècle. La réception a été diversement reçue, car certains étaient très intéressés par la partie érudition de mon travail et rejetaient complètement l'interprétation psychanalytique, et d'autres, au contraire, considéraient celle-ci comme innovante et expliquant un certain nombre de choses. Ça a été le cas, et j'en ai été, vous imaginez, j'étais très jeune, très honoré, lorsque Jacques Le Goff, après réception de l'envoi de mon article, m'a écrit une lettre en disant qu'il allait dans le même sens que moi, et justement, à ce moment-là, il venait de publier une réédition dans la collection Champ-Flammarion de sa civilisation du Moyen-Âge, qui est évidemment un chef-d'œuvre. D'ailleurs, cette notion de Moyen-Âge, j'ai continué à la travailler dans des articles plutôt d'érudition, essentiellement sur des sources remontant au XIVe, XVIe siècle, dans un article paru en 1988 dans une revue florentine
qui porte pour titre Il pensiero politico, et dans un autre article publié cette fois en 1987 dans la revue belge de philologie et d'histoire. L'article de 1980 dont je vous ai parlé tout à l'heure avait été publié dans les études sur le XVIIIe siècle, édité par les éditions de l'Université de Bruxelles. Alors, je vous ai dit, je me suis intéressé à l'histoire de la psychanalyse et l'histoire psychanalytique. Alors, l'histoire de la psychanalyse, c'est l'histoire d'une discipline scientifique. Je me suis intéressé, entre autres choses, aux origines, au début de la psychanalyse en Belgique, ce qui m'a valu des problèmes avec les membres de la Société belge de psychanalyse, qui m'avaient permis d'accéder au compte-rendu des séances à partir de 1948, lorsque cette société est créée, mais ça m'a permis de rencontrer un certain nombre de témoins qui avaient connu les débuts de la psychanalyse en Belgique, en particulier Camille Ledoux, donc le chat, c'est son nom d'épouse, qui a été une des 3 fondatrices de la Société belge de psychanalyse, donc c'était rue Froissart. Peut-être la rue Froissart se trouve près du rond-point Schumann, où il y a les communautés européennes, que j'avais rencontré à son domicile, avenue Albert. Elle était une des 3 fondatrices, à côté de Maurice Dugautier et de Fernand Lechat. Donc, j'ai rencontré aussi d'autres psychanalystes de la 2e génération, comme Thérèse Van Merlen ou Daniel Flaget, par exemple. J'avais rencontré aussi la fille de Maurice Dugautier, rue Banning. C'était assez émouvant parce que, alors qu'il était décédé depuis longtemps, il y avait toujours une plaque sur la porte de la maison où il est indiqué « Maurice Dugautier reçoit de telle à telle heure », alors qu'il était décédé. Mais donc c'est un des tout premiers psychanalystes en Belgique. Le tout premier, c'est Hoffmann, qui, pendant peu de temps, a exercé à Bruxelles, du côté de la place du Châtelet, rue du Châtelet, à Excel donc. Voilà. J'ai publié également en 1985 un article qui a suscité des polémiques et qui portait sur l'interprétation du mythe de la grossesse chez l'homme depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, qui est un article purement consacré à l'histoire psychanalytique. J'avais dû retrouver des sources, quelques rares traces bien sûr, sur ce mythe. Mais évidemment, l'interprétation a fait bondir un certain nombre d'historiens parce qu'ils disaient, mais tout ça, bon voilà, ce n'est qu'une interprétation, et certains considéraient qu'il s'agissait de pure spéculation. Voilà. Mais donc, j'ai essayé de mettre en œuvre cette méthode à la suite d'Alain Besançon, de Georges Devreux et d'autres, d'appliquer donc la psychanalyse à l'histoire et voir dans quelle mesure les méthodes psychanalytiques et historiques pouvaient se rejoindre et se compléter, pour utiliser l'expression de Georges Devreux. Les séminaires que j'ai suivis à Paris se sont déroulés en première, puisque j'y suis resté pendant un peu plus de 4 ans à Paris. J'ai d'abord suivi les cours, les séminaires de 3e cycle de Jean Glénisson à l'école des hautes études en sciences sociales, avenue d'Iéna, consacrée à l'historiographie contemporaine. J'ai suivi pendant 2 ans les cours de Bernard Guéné à la Sorbonne, et plus précisément dans le cadre de la 4e section de l'école pratique des hautes études. Alors là, il s'agissait vraiment d'un maître qui, lui, exposait le résultat de ses recherches et sa méthode. Et enfin, j'ai suivi aussi pendant 2 ans le séminaire qu'animait Chantal Grel et d'autre part François Laplanche sur l'historiographie moderne. La thématique, c'était histoire sacrée, histoire profane, donc du XVIe au XVIIIe siècle.
Alors, les séminaires en France étaient conçus d'une manière tout à fait différente de ce que j'avais connu en Belgique. Parce que séminaire en France ne signifie pas travail d'une équipe sur un sujet sous l'autorité d'un maître. Évidemment, ici, il s'agissait de séminaires de troisième cycle, donc de spécialisation. Mais en fait, les séminaires en France, tels que je les ai vécus, c'était essentiellement des séances sous la présidence, je dirais, d'un professeur titulaire, où les chercheurs qui faisaient leur thèse doctorat avec lui, ou d'autres chercheurs d'ailleurs travaillant sur le même sujet, présentaient donc sous forme d'exposé leurs recherches, et c'était suivi évidemment d'une discussion. Donc en fait il s'agissait pratiquement de cours de nature informative, mais aussi, et là c'était plus intéressant, de comprendre quelles étaient les sources qui avaient été utilisées pour ces recherches, et d'autre part les méthodes qui avaient été mises en œuvre. Donc là, ça va un aspect non pas seulement informatif, mais aussi formatif. Dans le cas de Bernard Guéné, évidemment, c'était un cours tout à fait remarquable. On travaillait sur des préfaces d'ouvrages d'histoire du XIIe et du XIIIe siècle, donc des textes en latin. Il y avait aussi une semaine sur deux, d'ailleurs, un exposé d'un chercheur. Moi-même, j'ai fait un exposé sur c'était quoi j'essaie de me souvenir exactement du titre. C'était sur ça devait être sur la conception d'histoire en France au XVIIe siècle. Ce qui m'a très intéressé à Paris, et ça on n'avait pas la possibilité de le faire à Bruxelles, qui est une petite ville, sur le plan intellectuel, bien entendu, à côté de Paris. Ceci dit, il n'y a plus qu'1h20 en Thalys ou en TGV maintenant entre les deux villes. À l'époque, puisque je revenais chaque semaine à Bruxelles, où je devais assister à un professeur, Hervé Asquin, et à l'époque il y avait 3h15 quand même, hein, donc il a fallu encore quelques années avant que le Thalys, donc le TGV, le train grande vitesse entre les deux villes, puisse donner la possibilité de faire le trajet aller-retour en une journée. À cette époque-là, vous imaginez, je l'ai fait pendant un an, hein, l'aller-retour, vous imaginez, ça me prenait 7 heures en train, donc je partais le matin, je revenais le soir, pour pouvoir retravailler à la Bibliothèque nationale rue de Richelieu dès le lendemain. Mais c'était évidemment assez fatigant, bien sûr. Donc ce qui m'a beaucoup intéressé à Paris, c'était surtout les rencontres avec des chercheurs de différents pays. Donc c'est une ville très cosmopolite. À Bruxelles, on n'avait pas l'occasion de rencontrer des chercheurs étrangers. À Paris, j'ai rencontré des Américains, des Allemands, des Italiens, des Anglais, des Français, bien entendu, et je suis resté en contact d'ailleurs avec un certain nombre d'entre eux dans le courant de ma carrière. C'était évidemment passionnant, on travaillait sur des sujets liés à la même spécialité, l'histoire de l'historiographie ou la philosophie de l'histoire, et c'était évidemment un monde nouveau qui s'ouvrait à moi à ce moment-là. Alors ensuite, j'ai poursuivi mes études en revenant à Paris, à Bruxelles plutôt en 1985. De 1985 à 1987, en suivant les cours menant à l'obtention d'un diplôme en histoire des sciences et des techniques. C'était un troisième cycle organisé par le Fonds national de la recherche scientifique et l'Université de Liège. Et d'autre part, je me suis spécialisé aussi, avec obtention d'un diplôme, en histoire du livre et de l'humanisme à l'Université de Mons. Voilà. Donc sur le plan chronologique, j'arrêterai ici ma petite causerie, en espérant que des jeunes aient compris, ou des étrangers,
et compris comment les études étaient organisées à l'époque à l'université de Bruxelles. Je vous ai dit qu'il y avait une spécificité qui est banale et qui devrait être qui est générale en fait. Tout le monde le pratique ou devrait le pratiquer, c'est le libre examen, mais là c'était presque un dogme, même si ça paraît très paradoxal pour le libre examen de parler de dogme. Là c'était vraiment une école d'érudition extraordinaire et qui renvoyait aussi à un certain esprit humaniste qui a été essentiel en tout cas dans mon enseignement. À Paris, je vous ai expliqué que la recherche n'était pas organisée de la même manière. Les Français étant un peuple, j'allais dire, de rhéteurs, étant bien formés dans tout ce qui concerne l'argumentation, dans le domaine également de l'exposé des recherches, là ils sont plus forts que les Belges, incontestablement. Donc je dirais que la Belgique est une sorte de pays métis dans le domaine de l'histoire entre l'Allemagne pour l'érudition et la France qui a renouvelé complètement l'historiographie avec l'école des Annales. Moi-même, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs très érudits. J'ai essayé de participer à cet esprit des Annales en abordant l'histoire via le prisme de la psychanalyse. Et maintenant, j'en arrive donc aux conclusions. Alors, mes conclusions, elles seront doubles. Sur le plan de la formation, tout d'abord, il est clair que sur le plan intellectuel, les cours magistraux, mais surtout les séminaires de recherche, jouent un rôle essentiel. À côté de ça, il y a bien entendu des lectures qui, à mes yeux, doivent rester très abondantes pour avoir une culture générale très large, d'une manière générale lorsque l'on est étudiant, mais aussi plus tard, ces lectures inévitablement vont se spécialiser pour rester à la pointe de son domaine de recherche. Cette formation a été ensuite très riche sur le plan humain. Je l'ai évoqué par des rencontres avec des chercheurs étrangers, mais surtout par des discussions, des correspondances nombreuses avec mes deux maîtres, à savoir Maurice Arnoult et Roland Craé, que je vénère toujours à l'heure actuelle. Ils sont décédés maintenant et dont j'essaie de transmettre le flambeau. Vous voyez, rien qu'en évoquant leur nom, j'ai quelques larmes aux yeux. Pour moi, ils furent vraiment mes pères spirituels. Enfin, troisième élément, la psychanalyse que j'ai menée parallèlement à mes études universitaires m'a ouvert les yeux sur une manière de considérer le réel que je n'avais pas du tout avant dans le milieu familial dans lequel j'avais évolué. Il est clair aussi que le milieu social dans lequel on vit a un rôle essentiel. J'appartiens à la bourgeoisie, disons la petite bourgeoisie. C'est un milieu qui était, oui, parce que je parle de mes grands-parents ici, très traditionnel, catholique. Moi-même, j'ai viré ma cutie et je suis passé de l'autre côté, tant sur le plan d'ailleurs philosophique que sur le plan politique. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, il reste, et c'est, je dirais, l'essentiel, c'est le feu sacré. On ne peut pas faire des études qui peuvent être très prenantes si l'on n'a pas une motivation. Et c'est ce que je regrette souvent chez un certain nombre de mes étudiants, c'est l'absence de flamme. À l'âge que j'ai, et qui n'est pas si élevé, je suis toujours aussi passionné. Je lis sans cesse,
Ceci dit, c'est peut-être une monomanie que je ne souhaite pas à tout le monde, mais j'ai toujours envie d'en savoir plus et dans tous les domaines, ce qui fait que j'ai une tendance à être un petit peu un papillon, mais en tout cas, dans ma carrière, ça m'a permis de ne pas avoir de difficulté d'enseigner l'histoire générale, de la préhistoire à nos jours, et de traiter de l'histoire de l'humanité. Alors que ce que je regrette souvent chez mes collègues à l'université, c'est d'être de plus en plus spécialisé et de n'être plus du tout au courant des découvertes, des recherches, des interprétations qui sont faites sur les autres périodes. C'est un petit peu dommage, hein. Moi, j'essaye de promouvoir, et je le dis souvent devant mes étudiants, l'histoire générale, parce que c'est celle-là qui nous permet de comprendre ce destin d'humanité dans son ensemble, par petites touches bien sûr, tandis que la spécialisation, elle résulte de la division du travail qui remonte à plusieurs millénaires, qui est inévitable, qui a, je dirais, ses côtés positifs, parce que sinon il n'y aurait pas eu de progrès, mais en même temps, ce progrès scientifique, technique souvent, s'est fait au détriment du progrès social, du progrès moral. Et je crois qu'un être humain doit effectivement, doit, il n'y a pas d'obligation, je dirais, simplement il est souhaitable qu'un être humain, pour être complet, et je ne parle pas de ces compétences qu'il faudrait développer sur le plan sportif, sur le plan artistique bien sûr, mais en tout cas essayer de se spécialiser le plus tard possible. Mais évidemment, ça peut paraître un luxe à l'heure actuelle. Donc il y a le problème de la motivation, il y a le problème des moyens, bien sûr. Le problème des moyens, c'est qu'il faut, je vous ai dit lire, mais il faut surtout travailler. Mais le travail, ça peut être une joie. C'est pas toujours facile à expliquer à des étudiants, et je les comprends. Évidemment, ils ont des disciplines très nombreuses à devoir assimiler, mais le travail peut être un vrai plaisir. Et moi, ça m'inquiète toujours, et je les plains d'ailleurs, quand j'entends certains enseignants qui n'attendent que la retraite parce qu'ils n'en peuvent plus, et il y a parfois de bonnes raisons quant aux ambiances dans les classes, dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement secondaire, mais je trouve que, moi je me pose parfois la question, qu'est-ce que je ferai le jour où je serai retraité, ce qui ne va pas manquer d'advenir dans les prochaines années, et je crois que je continuerai à un rythme qui sera le mien évidemment, de faire des leçons filmées sur des sujets qui me tiennent peut-être un peu plus à cœur que les leçons qui sont filmées à l'heure actuelle et qui portent sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Mais je crois qu'il est très important de prévoir sa retraite, parce que si l'on n'a pas d'objectif dans la dernière phase de son existence, qui peut être longue d'ailleurs, on s'assied dans un fauteuil et on ne fait plus rien, et une journée peut paraître très longue ou passer vite à force de devenir banale et routinière. Donc voilà, mais enfin ici je fais de la philosophie de la morale à 5 centimes et je m'arrêterai là avant de devenir un vieux gâteux. J'ai dit.